Avec le retour de l'hiver, reviennent en force, à la fois sur les réseaux et puis sur Google Actu, ces publicités que vous avez dû scroller 2 ou 3 fois cette semaine concernant les isolants minces. Alors ne vous fiez pas à mon t-shirt, puisque je suis chez moi et la température est plutôt bonne. Mais dehors, la température commence à drastiquement tomber et c'est normal, cette saison. Alors, que valent ces isolants minces dont on vante les mérites sur la plupart des sites? Eh bien, je vous en parle maintenant, et c'est sur Batiblog. Ne pas trop monter les radiateurs quand on a une éthique et qu'on pense à l'écologie et au dérèglement du climat. Mais également, il y a un problème de confort. Parce que quand on est chez nous, on a besoin de se sentir au mieux, de manière à pouvoir se reposer, attaquer une journée de dur travail. Cela devient également de plus en plus un problème économique, puisque l'énergie coûte de plus en plus cher. Alors comment définir si un isolant est efficace par rapport notamment à un autre isolant? Lorsqu'on parle d'isolation, on parle de piéger le chaud et le froid en fonction de la température que l'on souhaite. Et pour cela, les isolants ont un rôle à jouer. Tu pourrais m'expliquer comment agit l'isolant? Eh bien, l'isolant oppose une résistance aux déperditions thermiques. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique R de l'isolant. Plus elle est importante, plus le matériau est isolant. R dépend de l'épaisseur E de l'isolant et de son coefficient lambda de conductivité thermique, autrement dit, de sa capacité ou non à conduire la chaleur. Si on compare deux isolants de même épaisseur, eh bien c'est celui qui a le plus petit coefficient lambda qui a la résistance thermique R la plus grande. Et si on compare deux isolants de même coefficient lambda, eh bien c'est celui qui est le plus épais qui a la résistance thermique la plus grande. Et j'ai rien compris. Plus la résistance thermique de ce dernier est importante, et plus l'isolant sera efficace. Tout autour de nous, de l'isolant, il en existe à l'état naturel. L'air qui nous entoure est un isolant. Or, il faut qu'il soit statique. Comme dans le double vitrage, par exemple, ou le triple vitrage. Mais la terre aussi, que nous foulons, est un excellent isolant. Or, il faut descendre à 3 mètres de profondeur pour trouver une température agréable. 13 degrés en moyenne. Alors, les isolants minces sont-ils performants? Dame Nature cherchera toujours à faire en sorte d'équilibrer les atmosphères. Il sera donc très difficile de faire en sorte que lorsqu'il fait froid dedans, on puisse garder cette fraîcheur, notamment l'été par exemple, et lorsqu'il fait chaud dedans, on puisse garder cette chaleur, notamment en hiver lorsqu'il fait très froid dehors. Ça veut dire qu'il faut aller contre nature. Trouver un isolant qui soit capable de créer ce piège, tout en gardant quand même des qualités dont on parle très peu, qui sont les qualités de respiration, les qualités de par-vapeur, ça va devenir un peu plus complexe et on va aller un peu plus loin justement dans cette solution-là. Si vous prenez un verre d'eau de 20 centilitres et que vous le remplissez d'eau à température légèrement inférieure à la température ambiante, 10, 12, 13, 14 degrés. Maintenant, vous prenez un second verre d'eau que vous allez remplir d'eau que vous avez préalablement fait bouillir. Donc elle sera beaucoup plus chaude, 50-60 degrés. Eh bien, si vous prenez ces 2 verres d'eau et que vous les mélangez dans un conteneur, dans un vase, dans un saladier, la température de l'ensemble va finir par être modérée. Vous aurez, au bout de quelques minutes, une eau tiède. C'est justement de cela dont on parle quand on parle d'échange thermique et d'équilibre. C'est très exactement la même chose pour l'atmosphère, l'air ambiant. S'il fait très froid dehors et que vous avez allumé votre poêle à bois, il y a de fortes chances que vous soyez contraint de rajouter une bûche sous peu, parce que l'air chaud va avoir tendance à partir et à s'équilibrer avec l'air froid. C'est la raison pour laquelle il va falloir des isolants qui vont piéger cette chaleur et faire en sorte, non pas qu'elle ne s'échappe pas, puisque ça arrivera quoi qu'il arrive, mais qu'elle s'échappe le plus loin possible dans le temps. Cet exemple du verre d'eau, nous le voyons tous les jours dans le bâtiment, notamment lorsqu'on calorifuge les tuyaux. Les tuyaux qui passent dans les plénums ou les tuyaux qui passent à l'extérieur, souvent vous les verrez entourés d'une petite mousse, en général c'est de la mousse PU.
C'est l'effet caloporteur qu'on essaie justement d'éviter. La plupart des tuyaux sont en cuivre, ou même en PER, peu importe, mais lorsqu'ils sont soumis à une température ambiante très différente de la leur, ils ont tendance justement à aller chercher l'équilibre. Alors pour qu'ils restent performants, nous allons tout simplement calorifiger ces tuyaux avec une mousse. Une température cherchera toujours à l'équilibre par rapport à une température différente, notamment dans l'atmosphère. Si Dame Nature ou Maître Yoda cherchent systématiquement l'équilibre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de le piéger. Nous, ce qui nous intéresse en définitive, c'est d'avoir chaud l'hiver lorsqu'il fait frais dehors et d'avoir un peu frais l'été lorsqu'il fait très chaud dehors. C'est ça le rôle d'un isolant. Les isolants minces sont vendus pour être efficaces malgré leur faible épaisseur. Eh bien, il y a une formule simple qui fait l'unanimité et qui est utilisée d'ailleurs par les ingénieurs thermiciens, par les bureaux d'études, notamment ceux qui vous font le DPE. Le lambda doit être le plus petit possible. R dépend de l'épaisseur E de l'isolant et de son coefficient lambda de conductivité thermique. Alors un R de 6 par exemple, lorsqu'on met un peu plus de 240 ou 300 mm d'épaisseur de laine de verre dans les combles, eh ben c'est plutôt pas mal. Un R de 4 ou 5, notamment sur les murs, eh ben c'est plutôt pas mal. Alors, un isolant mince est-il capable aujourd'hui simplement de nous annoncer un R qui puisse nous faire dire que cet isolant est fiable? Eh bien non. La plupart des isolants minces ont un R qui est ridicule. L'équivalent d'une brique creuse. Donc ça n'a pas véritablement d'intérêt, sauf si c'est une couche d'isolant qu'on va rajouter en complément, en supplément. Le R, on l'aura compris, c'est l'épaisseur par le lambda. L'épaisseur, on l'aura compris, c'est la masse. Mais le lambda, c'est quoi? Eh bien, le lambda, c'est la conductivité d'un matériau. C'est sa capacité à porter les calories lorsqu'elle le traverse. Je vous donne un exemple pour mieux imager. Lorsque vous prenez une torche, une vieille torche en bois, et que vous l'allumez, notamment lorsque vous souhaitez visiter une caverne, alors ça n'arrive pas souvent, mais dans les jeux vidéo, je vous assure, ça arrive. Eh bien, votre main ne brûle pas. La torche brûle, mais votre main ne brûle pas parce que le bois est très peu caloporteur. Le bois a un lambda qui est extrêmement faible. En revanche, et parce que vous êtes plus ou moins du bâtiment, je le sais, essayez donc de souder une tige d'acier, même si vous la tenez à 1 mètre, simplement à main nue, sans gants. Là, je peux vous assurer qu'on va très rapidement appeler le SAMU parce que vous allez vous brûler. Parce que l'acier est très caloporteur, sa conductivité est très forte. Or, c'est valable pour l'acier, mais c'est valable également pour l'alu et c'est valable pratiquement pour tous les matériaux ferreux. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, puisque c'est le sujet justement des isolants minces. Le R, vous l'aurez compris, c'est une norme qui nous permet de juger si c'est bien ou pas bien. C'est donc un élément mathématique très simple, que tout le monde peut calculer chez soi, mais qui en général est noté très clairement sur les isolants. La plupart des isolants minces n'ont aucune notion sur leur emballage d'une attestation quelle qu'elle soit, notamment des attestations les plus courantes dans le domaine des isolants. Ce sont les attestations ACERMI. Sur la laine de verre, sur la laine de roche, sur la mousse polyuréthane, vous retrouvez des certifications ACERMI. Peut-être qu'il y a là une question que nous devons nous poser. On l'aura bien compris, les isolants minces, c'est très mince quand même. Autant dire que ça ne fonctionne pas. Les isolants minces, c'est de la bricole, c'est du bricolage. Et tout ce qui est bricolage et bricole, en règle générale, avec le bâtiment, ça ne fonctionne pas. Il est donc temps de se poser la question s'il est viable, intéressant, de poser des isolants dont on n'a finalement aucune certification, dont on sait, on l'a calculé ensemble, vous et moi, que c'est pas pertinent au niveau thermique. L'isolant ne fait pas son office d'isolant, donc c'est quoi? En fait, c'est juste gaspiller de l'argent pour rien. Mais si ce n'était que ça, ce ne serait encore quelque part pas trop grave. Les isolants minces
sont vantés pour leur mérite au niveau technologique. Alors on entend plein de choses hallucinantes. La plupart sont vendus comme des isolants réflecteurs. Ah, alors là on utilise un terme qui est assez intéressant, puisqu'on utilise un terme déjà un peu scientifique, c'est un isolant réflecteur, avec une feuille d'alu, avec plusieurs feuilles d'alu, avec des lames d'air. C'est pas mal. Ok, mais ça reste encore un peu douteux. Alors dès lors qu'on parle de feuilles d'alu, on vous met en guise de fiabilité le fait que c'est utilisé par la NASA. Alors que ce soit utilisé par la NASA, ok, peut-être pourquoi pas par Harry Potter. Un matériau réflecteur, si je comprends bien son sens, c'est de réfléchir. Or, la NASA n'habille pas ses navettes de terre cuite, comme nous le faisons nous sur nos toitures. Donc là, je me pose la question de connaître la pertinence d'un isolant mince réflecteur lorsqu'il est placé sous toiture. Je ne comprends pas. Un réflecteur doit être réfléchissant. Si vous le mettez sous la tuile, c'est un peu comme mettre des lunettes de soleil lorsque vous êtes sous un tunnel. Ça ne sert à rien. Mais si ça ne suffit pas, et si vous n'êtes pas convaincu, aucun architecte, aucun maître d'œuvre ne préconise dans ses constructions l'utilisation d'isolants minces, que ce soit pour des constructions neuves ou que ce soit simplement pour des rénovations. Alors il est temps de se poser la question, d'autant que depuis l'apparition de l'obligation des diagnostics de performance énergétique dans les maisons, il s'avère que les thermiciens eux-mêmes ne prennent pas en compte les isolants minces dans leurs calculs. Certains le font, ils dégradent la note. D'autres ne le font littéralement pas. Donc si les professionnels du bâtiment, et notamment les ingénieurs thermiciens, considèrent que les isolants minces ne sont pas pertinents, eh bien je pense qu'il faut les croire. Avec une très faible épaisseur et avec un gros lambda, ces isolants minces, en définitive, prouvent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables d'assurer le rôle qu'on leur demande. Alors, à moins de faire l'amalgame avec des formules magiques à la Harry Potter, restez sur des isolants qui ont fait leurs preuves. La laine de verre, la laine de roche, la mousse polyuréthane, la laine de mouton, tout ce qui fonctionne. Enfin, les isolants minces peuvent parfois être contre-productifs. Nous le savons, ces isolants sont très étanches. Ils sont peu respirants. Alors cela pose effectivement un problème lorsque on a ce type d'isolant en comble. Et il n'est pas rare de voir des gens les arracher et les jeter. Tout simplement parce que ça peut probablement pourrir la charpente. Imaginez comme ça devient grave à ce niveau-là. Alors nous avons parlé essentiellement des isolants minces avec réflecteurs. Bon, il n'y a pas que ça. On voit de plus en plus, notamment sur Google, toujours sur Google, dans les publicités, on voit de plus en plus ces isolants atypiques. Le papier peint thermique, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, le papier peint thermique, bon, ça m'a fait tomber de ma chaise quand même. Donc non, bon, soyons clairs, c'est une vaste fumisterie, ça ne marche pas. Mais il peut y avoir des revêtements qui atténuent la sensation d'inconfort. Alors on joue sur les mots, ce ne sont pas spécifiquement des isolants, mais ça marche quand même plutôt bien. Alors pas pour le papier peint, parce que ça c'est, je le répète, une vaste fumisterie, mais ça marche par exemple pour le liège. Vous savez, ces dalles de liège qu'on colle au mur par exemple, ou parfois qu'on déroule au sol. Alors, à proprement parler, oui, ça isole. Ça isole de 0,01 R. On a vu que ça correspondait à rien. Par contre, c'est assez efficace en ce qui concerne la sensation de paroi froide. Ça atténue. Donc ça donne du confort. Donc là, c'est complètement différent et je vous dirai pourquoi pas. Voilà. Par contre, avoir du liège sur les murs, ça va être compliqué à revêtir et vous aurez un aspect chalet. Voilà, nous avons parlé de l'isolant mince et du fait que pour moi, ce n'est pas pertinent. Mais il est encore une chose intéressante, c'est de parler de la différence qu'il y a entre chaque type d'isolant qui, eux, par contre, fonctionnent. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la laine de verre, de la laine de roche. Donc ce serait intéressant de faire un comparatif et c'est justement le sujet de ma prochaine vidéo. Alors si vous voulez voir cette vidéo, si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous, mettez un like et puis surtout activez la cloche de notification. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous dis bonne suite dans vos travaux. Au revoir.